Saïd DiCaprio. Alors, que disent ces téléspectateurs? Alors, bonjour au plateau, la dame s'exprime bien, elle a de la prestance, invite-la constamment s'il te plaît. Vous avez déjà vu où on a confisqué un pays, où on est surendetté? C'est Boris de Fouda. Vous voyez alors les réactions. Vous voyez les réactions des gens. Ils sont amoureux de l'endettement. C'est-à-dire qu'on va pas nous emprisonner, quoi. Non, tant que c'est pas eux qui subissent. Hein, mais nos enfants seront là, vont les voir rembourser. Il faut même qu'on lise cette maxime de Nietzsche. Que dit Nietzsche? Oui, Nietzsche disait l'État, c'est le plus froid des monstres froids. Il ment froidement. Et voici le mensonge qui rampe de sa bouche. Moi, l'État, je suis le peuple. Donc, je pense que lui, là, il fait partie de l'État. C'est pour ça qu'il... ses prétentions, il trouve que non, c'est pas un problème. Certainement, il ne subit pas des effets de cette malgouvernance. Quelqu'un dit ici, bonjour, perfecto. Allez voir ceux qui sont dans les projets au Munépat. Très souvent, ceux qui sont là-bas, ce sont les gars sortis de l'ENAM. Toi, tu as quel point avec les gars sortis de l'ENAM? Il ne va pas travailler là-bas. Tu as un autre problème avec les gars de l'ENAM. Hein? Peut-être un gars de l'ENAM va arracher ta petite. Alors, Estelle Marthe, on vous repasse la parole. Hein. Nous constatons quand même sur ce plateau qu'il y a beaucoup de choses encore à faire. Comme quelqu'un avait dit à un endroit, que ce pays est à refaire. Bon, lui parler avec ces mots, j'en suis persuadé que vous ne pouvez pas utiliser ce genre de mots. Alors, est-ce qu'il y a quand même des solutions pour que le partenariat public-privé dans notre pays soit vraiment un partenariat, non seulement gagnant-gagnant, mais bénéfique pour le peuple? Merci de me repasser la parole. Pour moi, la première solution, c'est déjà de connaître dans son contexte la loi. Qu'est-ce qui est mis en place en matière de PPP? L'environnement juridique. Voilà. Il y a une loi qui a été votée en 2023. Est-ce que tous ceux qui se lancent dans les PPP lisent cette loi? Est-ce qu'ils connaissent d'abord que ça existe? Voilà. Premier problème. Parce que tout ce qu'on est en train de dire là, que oui, après il y a tel contrat, même quand on te menace sur ton argent, c'est parce que tu ne connais pas tes droits. Parce que tu ne sais pas ce à quoi tu as droit, ce que l'État même doit faire pour toi. Au moment où tu ne connais pas, on joue dessus. C'est comme à l'école. À l'école, si on sait que tu passes le temps à pleurer, on te tabasse et puis tu pleures. Mais le jour où tu sais que j'ai le droit de faire comme ça, là, on ne va plus venir te menacer. Donc c'est la même chose en fait. Pour moi, le PPP, il faut connaître le cadre légal. Il faut s'approcher des acteurs importants. Par exemple, le CAPA a été mis sur pied. Pourquoi? Pour les gens qui doivent faire des PPP. Mais il y a beaucoup de PPP qui sont faits sans les impliquer forcément. Et pourquoi il faut les impliquer? Parce que, peu importe, il y a des gens qui aiment le CAPA ou pas, hein, mais eux, ils seront quand même garants d'aller discuter avec les deux parties et d'essayer de rechercher l'intérêt des deux parties, de te dire, voici la possibilité pour toi de gagner dans ce contrat. Parce qu'il y a plusieurs types de PPP. Et nous, on se lance juste dans les PPP en disant, ok, je fais un contrat avec elle, moi je veux ça, moi je veux ça. Mais il y a des acteurs qui sont là pour te dire, par rapport au type de projet que tu veux faire, voici ce que toi tu peux mettre dans le contrat. Et par rapport au type de projet, à ce que tu veux gagner, voici ce que l'autre doit faire. Et on s'entend maintenant pour que tout se passe bien pour tout le monde. Mais tout le monde ne le fait pas. On se dit, on va essayer d'arranger, la personne qui m'a amené ici, je la connais, on va faire, mais après quand on a fini sur le contrat, les gens ne sont plus amis. On ne se connaît plus. Non, j'ai oublié même que je t'ai dit que c'est fini. Et c'est en général ce qui se passe dans les PPP. Vous allez lire les contrats, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mises de côté. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été prises en compte. Il y a beaucoup de points qui sont dans le contrat PPP normalement, mais qui ne sont pas dans ce contrat-là. Et à la fin, on commence à se plaindre, oui, mais pourquoi ça, pourquoi si. Mais en fait, c'est que si on avait pris en compte au départ tous les risques, quand on fait un contrat, on doit déjà s'imaginer dans le projet. On doit déjà voir comment la gestion va se passer. On prend en compte tous les acteurs, toutes les parties prenantes de ce projet et on insère ça dans le contrat au départ. Mais nous, il y a beaucoup de choses qu'on fait. C'est à la fin qu'on commence à essayer de gérer. Il y a beaucoup de lois qu'on écrit chez nous. Vous savez que les Camerounais savent écrire. Ça, c'est clair. On écrit, mais après, qui lit? Personne. Et si personne ne lit, qui applique donc? Personne. Voilà, voici un des problèmes du PPP. C'est là que le PPP devient une menace. À partir du moment où le contrat n'est pas bien fait. Dans d'autres pays, on peut se retrouver en train de faire les négociations. Après, on se rend compte que ça ne va pas donner. On annule avant de signer.
Mais nous, on signe d'abord. Et on va voir. On va voir. Merci. Hein. Et je suis bousculé là. Il y en a qui me menacent un peu là. Pourquoi on ne lit pas leur joli message? Oh, il y avait un message du Bangladesh là, mais qui s'est envolé. Dommage, hein? Nous allons le retrouver. Prenons quand même celui-ci. C'est vrai qu'il est un peu long. Bonjour Perfecto et mes salutations distinguées à nos valeureux panélistes de ce matin. Entreprendre avec l'État, les PPP, opportunités ou menaces. Les points forts de l'opportunité. Il dit 1. Un accès à de gros marchés de l'État. 2. Des contrats de 10 à 30 ans donnant une meilleure stabilité. 3. Un effet de levier pour emprunter à la banque. 4. Une forte image quand tu réussis. Il passe à un autre point. Il dit justement les points qui menacent. 1. Les paiements de l'État, très lents. 2. Les dossiers et contrôles qui prennent du temps. 3. Des risques de changement de règles. Maintenant, il passe à une autre étape. Il est coordonné. Hein? Et des règles au conseil. C'est là où il retrouve Madame Kédi, qui aime beaucoup les solutions. Pour s'en sortir, il faut 3 choses. 1. Obtenir des garanties de paiement. 2. Disposer d'un bon avocat. 3. Disposer d'une trésorerie solide. En résumé, c'est une bonne opportunité si ton entreprise est déjà structurée. Pour une petite entreprise, commence par la sous-traitance. Les PPP, c'est comme le feu. Bien utilisé, ça fait avancer. Mal utilisé, ça brûle. C'est Frédéric Mbamba depuis Limbé. Pas mal. C'est vrai que nous le disions déjà, mais c'est bien également. Frédéric, hein, depuis Limbé. Ibrahim, Maxime, Julien, quel est donc le conseil que vous allez... C'est vrai que le monsieur avait dit beaucoup de choses là. Quel est le conseil que vous pouvez donner à ceux qui veulent se lancer dans les PPP? Ou alors on commence par dire à certains aventuriers qui ont les petites entreprises dans le sous-quartier d'aller très loin. Bon, quelqu'un a dit ici, dégage. Moi, je ne vais pas utiliser le terme là, lui il est violent. Mais moi c'est mon ami, hein. Il ne faut pas déranger comme ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que de tout ce qu'il... j'ai posé le problème. De tout ce que j'ai entendu, il est clair que les PPP sont une opportunité. Mais une opportunité pour ceux qui sont préparés à aller jouer dans le monde des PPP. Et il est aussi clair qu'au-delà de ces esquisses de solutions qui soient applicables, il faut également qu'on intègre le renforcement de capacité du capital humain. Parce que c'est une histoire d'acteur, c'est une histoire de mariage. Si celui qui lit, oui, des gens vont lire parce qu'elle a dit qu'il faut lire. Mais il y a des gens qui vont lire, ils ne vont pas comprendre. Ils lisent en l'envers. Voilà, ils comprennent ce qu'ils peuvent comprendre, mais il faut qu'on renforce leur capacité. Aujourd'hui, moi je me suis demandé pourquoi est-ce que quelquefois nos administrateurs, ceux qui veulent toujours prendre les devants, échouent parce qu'en réalité ils veulent trop prendre les devants dans ce mariage-là. Ils ont le cadre légal, ils ont les terrains, mais ils n'ont pas toujours l'expertise qu'il faut et les financements qu'il faut. Il faut remettre à César ce qui est à César et accepter que pendant un moment, c'est lui qui va manger et ensuite après un autre moment, nous on va manger. Ne pas accepter que non, c'est toi qui devais commencer, mais finalement, nous aussi on veut un peu manger et ça crée une zizanie qui ne dit pas son nom. Moi, je voulais encourager la jeunesse à se préparer, à s'intéresser à cette opportunité que sont les PPP. Mais interpeller aussi la partie de l'État à arrêter de continuer à mettre des freins qui sont dérangeants. Parce que quoi qu'on dise, ça réduit le niveau de performance des objectifs et de la vision de l'État. Est-ce qu'il n'y a pas de mécanisme que l'État peut faire pour pouvoir gagner d'abord la confiance du privé? Nous voilà qui sommes en train de dire diasporiens, revenez, investir au pays. Tout à l'heure, Mouillon m'a dit il faut coller un nom à un dossier, un visage à un dossier, je suis d'accord. J'ai cru que tu voulais parler d'une enveloppe à un dossier pour qu'il avance. C'est là où moi j'allais avoir des problèmes très très sérieux. Mais je pense qu'il faut effectivement définir des conditions où le PPP, où la partie du privé se sente vraiment privilégiée. Qu'on supprime tout ce qui n'est pas opérationnel, tout ce qui est lenteur, tout ce qui est nonchalant, tout ce qui est est-ce que tu as d'abord vu X? Non, il faut que tu ailles encore voir Y, il faut que tu ailles voir Z. Tout simplement pour avoir une autorisation. Ça ne marche pas. L'État doit faire sa part, le privé doit faire sa part. On veut au privé des personnes qui ont une certaine expertise et qui savent ce qu'ils ont à faire. Et on veut au niveau public des personnes qui sont là pour l'intérêt de la population.
et pas pour se dire, bon, comme il y a des deux grands projets là, je peux prendre 10 millions ici, 10 millions ici, et ça marche. Je connais une dame qui avait un projet de mettre sur pied une école de mine au Cameroun, elle a demandé une subvention, elle avait aussi des grands baobabs comme ça, et puis papa, on lui a dit, on va lui envoyer 200 millions, dans les 200 millions, on lui a dit que bon, quand on finit de retirer tous les taxes, 75 millions sont partis, maintenant 25 millions sont pour les gens qui montent le dossier, pour pouvoir relâcher les 200 millions. À la fin, en fait, sur les 200 millions qu'on lui a accordés, elle se retrouve ça veut dire qu'elle ne prend pas. Laissez les 100 millions là où ils sont. Je suis content parce que Estelle Marthe écoute. Non, on écoute tous. On écoute tous. Et donc, c'est une question de ce mariage-là, ça va aller. Qu'est-ce qui détruit le mariage parfait? C'est la confiance. C'est clair. C'est quand quelqu'un ne tient plus sa parole. Il faudrait que la population qui nous écoute essaye de faire montre de beaucoup plus d'amour pour ce pays. Oui, M. Mouliam. Ibrahim, je pense que c'est même parce que nous sommes complémentaires, toi et moi, que nous sommes côte à côte. Oui, Oui, parce que moi, je fais la peinture de ce qui se passe. Je fais la réalité sur ça. Tout à fait. Et toi, maintenant, tu viens me corriger pour dire ce qui devrait être. Tout Le à fait fait. que je déclare et que je le dis, c'est dit, les gars ne veut pas dire que je suis en train de chasser les gens. C'est pour leur dire aux opérateurs camerounais que voilà l'environnement qui est. Là où vous voulez y aller, préparez-vous. Préparez-vous. Si vous n'êtes pas prêt, Simple. restez là-bas au quartier, évitez les AVC. C'est vrai. D'accord. Il y a aussi complémentarité. Est-ce que je pourrais- Bien sûr. Oui, Madame Kézi. Oui, allez-y, Madame Kézi. Je voudrais, on a beaucoup parlé de l'odeur de procédure. Je voudrais dire que ce que le Cameroun traverse, c'est des choses que d'autres pays ont traversées des années avant. Et ils ont réglé ça avec quoi? La digitalisation. On a un problème de transparence. On dit qu'on n'arrive pas à avoir la bonne information. Et or, lorsque tu mets en place la digitalisation, il n'y a plus ces problèmes de goulot, d'étranglement, des dossiers qui sont bloqués chez tel ou chez tel. Moi, je prends un exemple dans une mairie où, alors même quand on a installé les logiciels Simba pour la comptabilité des mairies, je me suis rendu compte que les comptes administratifs des mairies avaient évolué. C'était amélioré à cause juste d'un logiciel. Pourquoi? Tout ce qui avait comme dépassement de lignes dans les comptes administratifs avant, ça a disparu. Aujourd'hui, les comptes administratifs sont équilibrés et donc les états financiers des communes se sont améliorés. Vous avez parlé du renforcement des capacités. Moi, j'ai fait des plans de renforcement des capacités dans beaucoup de communes. On avait reçu des financements de la KfW dans le cadre de la coopération allemande. Nous sommes allés dans ces communes. Les communes même qui parfois donnaient des business plans qui n'avaient pas forcément de sens, mais parce que le bailleur de fonds a insisté, il y avait des études de faisabilité qui tenaient la route. Et ils ont insisté sur le renforcement des capacités pour que la population et la mairie puissent ensuite maintenir, entretenir l'ouvrage. Dans ces communes-là, après le renforcement des capacités, il y a eu des changements. Il y a eu une augmentation, par exemple, des recettes de la commune. Il y a des communes qui ont mis à jour leur fichier du contribuable et les recettes ont triplé. les maires sont en train de dire Alléluia, merci Thierry. Il y a eu élargissement de l'assiette fiscale. Beaucoup d'autres dans ces maires vont communes. vous chercher. Il y a eu élargissement de l'assiette fiscale, amélioration des ressources de la commune, mais également à l'intérieur de la commune, il y a eu amélioration de la gouvernance. Chacun, on a fait un renforcement même au niveau de l'administration. C'est-à-dire qu'on a essayé de voir au niveau des chefs de service, au niveau des ressources humaines, comment gérer. Et les communes ensuite nous ont dit que, ok, on a mis en place votre plan de renforcement à peut-être 60%, et voici les améliorations que ça a apporté. Donc je pense qu'on n'est pas loin de l'amélioration. Il ne faut pas qu'on se dise que ce qu'on est en train de vivre, c'est seulement au Cameroun. À partir du moment où tu connais l'histoire aussi des autres pays, tu te dis que, ok, les autres ont traversé ça, mais comment ils ont fait pour s'en sortir? Ils ont mis en place telle chose. Regardez au niveau des passeports aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas t'asseoir, tu fais ton passeport sort. Mais avant, il fallait faire quoi? Il fallait se lever. Si tu veux vite ton passeport, tu vas aller payer tel montant. Tu vas Parfois, tu aller faisais souffrir. près d'un an pour l'avoir. Très bien. Tu vas souffrir, mais pourquoi aujourd'hui on a nos passeports? La digitalisation. Donc, Merci, c'est une hein. solution. Madame Kédi, Merci. disons encore d'autres contributions ce matin. Bonjour, Lonkuta de la modération. Félicitations pour ton ingéniosité, ta créativité dans l'agencement de tes émissions. Tu as la carrure d'un enseignant. Songe-y sérieusement. Et pas seulement ici, en Afrique. Et dans le monde, tu as un potentiel immense. Je suis expert en fundraising, leadership, gouvernance, citoyenneté et développement local. Le contact de Madame Kédi m'intéresse pour des projets professionnels. C'est Joël depuis Yaoundé. Merci.
Avant de passer peut-être la parole à Madame Kidi, je veux dire, parlant de l'enseignement, j'avais refusé l'enseignement. Hein. Ah bon? Oui. Je serais un vieux professeur de lycée ou peut-être d'université aujourd'hui. Mais il y a quelques années, j'ai enseigné dans un institut supérieur comme enseignant en journalisme sur le plan professionnel. Et il y a eu... Bon, je ne vais pas les appeler comme je vous l'ai dit. Au niveau de la toile, beaucoup, oh, comment il enseigne à l'université alors qu'il n'est pas docteur. Il n'est pas docteur, comment il enseigne à l'université. J'ai vraiment compris pourquoi l'Afrique ne se développe pas. Vous voyez. Bon, comme vous êtes encore en train de me dire... Et c'est les PPP. Voilà. Du privé qui vient aussi. Je vais voir, hein, s'il faut que je reparte comme enseignant dans un institut supérieur. Je vais voir dans mon domaine. Ben, maintenant, madame qui dit, le monsieur dit que il a besoin de ton contact pour des projets professionnels. On peut lui donner ton contact en off? Il n'y a pas de problème. D'accord. J'insiste sur le plan professionnel. Parce que nous connaissons. Alors, il ne faut pas déranger madame qui dit. Et vous suivez qu'on dit quand même d'abord au début là que madame. Mais comme vous avez des oreilles ailleurs. Alors, Alain Douk, oui. On revient sur l'entrepreneuriat, hein, et justement, cette affaire de partenariat public-privé. Nous nous acheminons progressivement vers la fin de ce programme. Est-ce qu'il y a quelques propositions à faire d'abord à l'État et ensuite aux structures privées? Voilà. Ça peut être une opportunité. Parce qu'il n'y a pas que la problématique de sécheresse financière ou des fonds qui peut amener un État à aller vers des partenaires privés. L'État peut être en but à une difficulté d'ordre scientifique, technologique ou alors d'innovation. Et il y a des acteurs privés qui peuvent prendre la chose à main et il va se produire un transfert de technologie, de savoir-faire de l'entité privée pour le public. Donc, il y a des opportunités à exploiter. Donc l'État aussi doit réfléchir en ce sens. Autre chose, moi je pense que l'État pourrait utiliser le partenariat public-privé pour essayer de dynamiser l'écosystème entrepreneurial du pays. Hein, commencer à développer une ingénierie pour booster. On choisit bien, on cible avec des capacités financières de chaque. Oui. On a toutes les informations. Celui-ci, son capital social, c'est combien il peut pour ce type de projet. On priorise les capacités et les entrepreneurs nationaux qui peuvent. Donc, ça va faire du bien à l'économie nationale. Bon, c'est vrai que quand on dit comme ça, dans un contexte où les gars de l'écosystème ont maille à se faire payer, c'est pas la grande joie. Mais on peut donc rabattre les cartes et essayer de faire les choses différemment. Donc, tout le monde a y gagner, parce que les entrepreneurs en question, ils évoluent dans l'écosystème économique national, donc la richesse qui sera produite, c'est la richesse qui profitera à tout le monde, l'État en premier. Bien, maintenant, autre chose sur le sujet, il faut quand même dire qu'il y a parfois des risques. Parce que c'est des projets, la plupart du temps, On disait qu'il n'y avait pas de risque zéro. Quand ça doit être exploité sur des décades, là, 30 ans, etc. Hein. Entre-temps, parfois, il y a des évolutions technologiques qui font que vraiment ce qu'on avait fait avant vient être dépassé. Et je peux vous garantir que les privés... Ouais. Donc, il faut une belle ingénierie juridique pour essayer de voir comment tout le monde ne sort pas frustré de cette affaire. Donc, c'est aussi ça, parfait. Bonjour, parfait. Ici, le lieu pour le montageux de la modération. Vous insistez, hein? Parfait, entreprendre avec l'État est toujours risqué. Rappelez-vous, il y a quelques mois, une dénonciation d'Alain Douk sur une structure de décoration qui n'avait jamais été payée par le MinSanté. C'est Mathéo depuis Oja. Tu te rappelles de cette dénonciation, non? Oui, un peu. Ouais. C'est vrai que mon père m'avait dit ceci, hein. Je ne sais pas si c'est toujours vrai, que l'État ne vole jamais de l'argent en citoyen. Et vous également, vous ne volez jamais de l'argent à l'État. Quelle que soit la durée, l'État finira par te payer.
Et toi qui penses c'est avoir d'accord. volé l'argent à l'État, quelle que soit la durée, tu vas payer. payeras. Bon, si toi, tu meurs, Si toi tu meurs, avant que l'État ta ne te descendante va payer. Alors, quelqu'un me dit ici au plus 33, c'est un message de la France. Bonjour, monsieur Parfait, ici. Je vous suis tous les jours dans votre émission Espace Mini, de lundi à vendredi, malgré que ce soit toujours en différé, parce que je travaille en journée. Je suis très content de votre grand choix d'invités, en particulier mon cher DP, Bernard Owona ainsi qu'Alendo, que sans oublier vous-même le grand modérateur. Je suis à Marseille, au sud de la France. Bon, c'est vrai qu'elle est encore en train d'écrire, hein. Peut-être on verra la suite tout à l'heure. Quelqu'un d'autre me dit ici, bonjour monsieur Aïssi, pour ma part, je crois que le meilleur partenariat est le modèle BOT, Build, Operate and Transfer. C'est Nga Marie-Thérèse de Yaoundé. C'est vrai que je ne comprends rien. Peut-être vous allez nous expliquer, Madame Kedi. Build, Operate and Transfer, le modèle BOT. C'est pour ça que je disais qu'il y a plusieurs types de partenariats publics-privés. Il y a des partenariats où le privé va juste designer et par exemple transférer le projet. Vous voyez. Donc il finit de faire le design, tout ça, la conception en français, et ensuite il transfère. Mais il y a d'autres partenariats où le privé est capable de venir avec ses fonds, donc de build, de financer, de gérer. Et c'est un des problèmes qu'on a. Parfois, on veut le partenariat public-privé, mais on ne veut pas, par exemple, que le partenaire gère. Alors que pour certains projets, il est mieux de laisser d'abord le partenaire gérer, quitte à rétrocéder ensuite à l'État pour la suite. Parce que l'État n'a pas forcément la compétence de gérer certains projets. La rigueur, C'est surtout, ça. hein, parfois. Et l'État a souvent les mains liées. Il faut dire la vérité. Tu vas faire un partenariat, un truc dans une commune et il faut donner la boutique à la femme du sous-préfet ou à tel et tout. Ça diminue déjà la rentabilité. Tout à fait. Ce qu'on ne va pas gérer avec le partenaire privé, il est là pour son argent. Et lui, il te dit juste que, ok, dans les 1 milliard qui vont rentrer, tu as 500 millions, j'ai 500 millions. Mais parfois, comme on veut garder la main mise sur les fonds qui rentrent, on se dit non, vas-y, fais juste, tu nous transfères et on va gérer. Et c'est au moment de la gestion que parfois le partenariat privé tombe. Et le projet tombe. Oui, Ibrahim. Allons-y, Ibrahim. Sur son bout, là, lui, il a un ancrage là-dessus parce que c'est des partenariats où le privé vient, il finance et puis il exploite au moins entre 15-20 ans avant de remettre à l'État. Donc il a mis son projet, il a d'abord mangé tout son argent. C'est quand il a fini. Il est rassasié. Il est rassasié qu'il met Bon, tu peux prendre. C'est pour ça que certaines personnes aiment se dire que on n'a pas de tracasserie au moins sur 15 ans. Bonjour, parfait. Je peux juste donner un conseil à l'État. La partie transfert de technologie, c'est Paul de CCC. Qui le dit, mais vous n'avez donc pas donné le conseil. Bonjour, parfait. Et là, c'est un message du plus 49. C'est l'Allemagne, hein. C'est un conseil. Très bien. Bonjour, parfait. Comme d'habitude, très belle émission. Puis-je avoir le contact de Maxime? Il s'agit d'une idée de formation que je souhaite partager avec lui. S'il te plaît, c'est Hervé de Dortmund. Hervé, appelez-moi après l'émission, hein. Je vais vous mettre en contact avec Ibrahim, mais que ce soit vraiment sur le plan professionnel. Parce qu'Ibrahim n'a pas de temps à perdre. Un autre message qui nous vient du plus 33, c'est toujours la France. Je connais parfaitement le Cameroun, puisque je possède un lien parental. Surtout, je rêve beaucoup de vous serrer la main physiquement. Un beau jour quand je viendrai au Cameroun. À très bientôt. Merci encore pour le plaisir que vous nous procurez. C'est Philippe depuis Marseille. C'est Philippe qui nous a d'abord envoyé le message tout à l'heure. Monsieur Mouliam, votre mot de fin? Le mot de fin, c'est que il y a certains éléments qui attirent les investisseurs dans un pays. Les études ont été faites. Il y a la sécurité. La sécurité. Il y a la justice. Ouais. La qualité de la justice. Parce que quand la justice n'est pas équitable et juste, ça recherche les investisseurs. Parce qu'un investisseur, que ce soit international ou bien national, doit se rassurer qu'en cas de litige, la justice est rendue normalement. Ce sont les éléments qui... Et qu'on ne va pas le flouer. Voilà. Il y a la fiscalité. Il y a la fiscalité et il y a la corruption. Donc je pense que
Pour le cas du Cameroun, ça commence à être compliqué hein, pour toutes ces garanties que vous avez énumérées. C'est justement pour ça Est-ce que le Cameroun peut être éligible? ce sont ces éléments. Parce que quand vous prenez la justice, je passe. Vous prenez la corruption, Ça va je aller, passe. parfait, ça va aller, ça va aller. Il faut croire au Cameroun. Moi, je crois en ce pays-là. Tu vois donc, Moi, je ne suis pas un croyant. Moi, je parle des faits. tu vois donc pourquoi, connaissant tous ces éléments-ci, mais pour notre mission visait à rendre le Camerounais, à renforcer le mental des chefs d'entreprise camerounais pour qu'ils sachent que lorsque je dois m'engager dans un contrat avec l'État du Cameroun, voilà les leviers sur lesquels je dois m'appuyer et me rassurer. Bon, heureusement que le cadre juridique, il y a eu un cadre juridique, la directive CEMAC, qui a intervenu en 2025 dans le secteur des partenaires publics-privés, et que le Cameroun avait sa loi de 2023 est en train de s'arrimer à cette directive de la CEMAC. Nous espérons que le cadre juridique sera sécurisant puisque il relève d'une norme sous-régionale. Très bien. Maintenant, il faudrait donc qu'on travaille sur les autres aspects afin de garantir la sécurité des investisseurs pour que le partenariat public-privé puisse être gagnant-gagnant. Vous savez pourquoi j'adore cette émission? Parce que tout le monde nous écoute, hein, y compris les experts. Quelqu'un revient sur la stratégie BOT tout à l'heure. C'est vrai que les experts sur le plateau avaient déjà expliqué. Il n'est pas loin de là. Je vais encore lire son message. Il dit bonjour le sac. Bonjour, parce que j'ai avoué tout à l'heure que je ne connaissais rien. Il dit bonjour. Le BOT, c'est le modèle dans lequel le partenaire privé utilise l'ouvrage pendant un temps et le rétrocède à l'État. Mais il faut faire attention. Ce modèle même est très compliqué. Dans notre contexte, les maintenances dans le cas des BOT pose problème. Et Limbi disait ce week-end qu'il y a un problème d'homme. J'ai été dans un projet de ce type au PAD. Si je raconte ça, on aura l'impression que je raconte un film d'horreur. C'est Rachid, architecte à ONAC. Madame Kedi, je vous laisse au sort de conclure cette émission. Encore une fois, le contrat. Vraiment, lorsque nous, on a vu tous ces différents types de PPP, on insiste sur le contrat, ce que tu mets dans le contrat. Il faut bien cadrer. Il faut bien ficeler. Je vous dis qu'il y a des pays où on s'assoit pendant 1 an, plus, pour écrire un contrat. Pour tout ficeler, parce que si ce n'est pas écrit à l'intérieur, et je vous dis que le PPP même nous permet de réduire la dette. Oui, parce que si le financeur privé vient avec son argent, et que vous avez juste une contrepartie à apporter, ça réduit la dette. Maintenant, tu dois juste accepter le retour, c'est-à-dire qu'il a donné son argent, c'est normal qu'il mange un peu aussi le retour, et ensuite que toi aussi tu as une partie. Et il y a plusieurs types de paiements à l'État. On peut payer juste à la disponibilité de l'ouvrage, ou on peut payer en fonction des rentrées, de ce qui rentre dans le projet. Il y a plusieurs types de paiements. Donc pour moi, en fait, pour conclure, le PPP est très important si on arrive à allier l'importance de l'intérêt général que le public porte, quand le public porte cet intérêt général, avec l'efficacité du secteur privé. Dans beaucoup de pays, on met en place des pôles de compétitivité et d'attractivité des territoires. On dit quelles sont les priorités publiques. On amène le privé à s'intéresser aux priorités, à développer des compétences, à amener des technologies. Et là, à ce moment, l'État et le privé se tiennent par la main. Et à ce moment, le PPP peut être très intéressant pour un pays.